Lo est le meilleur assassin qui ait jamais existé sur la planète Terre et a été élevé par une organisation maléfique comme tueur depuis sa naissance. Ils lui ont appris à être froid et calculé et à n'avoir aucun sentiment envers qui que ce soit. Il participe à l'une de ses missions aux côtés d'une jolie jeune femme qui semble travailler sous ses ordres. Il semble se trouver sur une falaise, surplombant une route où certains membres de la mafia semblent faire des affaires. Il vise avec son plus gros fusil de précision et commence à les tirer les uns après les autres sans aucune pitié. La jeune fille agit comme une observatrice et lui indique l'emplacement des membres sur la route pendant qu'il continue de leur tirer dessus, un par un sans manquer un seul coup, faisant paniquer toute la mafia alors qu'ils tentent de se cacher derrière les voitures. La fille l'informe de leur position et il commence à deviner où se trouve l'ennemi et tire à travers la voiture pour tuer l'homme. La quadragénaire se lève brusquement et lui annonce que leur mission est terminée. Elle semble incroyablement confuse et lui dit qu'il y a d'autres membres en vie qui s'enfuiront s'ils ne s'en occupent pas, mais Lo la regarde simplement et répète que leur mission est terminée et qu'ils partent. La jeune fille semble toujours très réticente et exige une réponse, alors Lou lui dit qu'ils ne sont pas des héros et qu'ils n'ont pas le droit de prendre plus de vie que ce qui leur a été ordonné. L'organisation lui a dit de tuer 6 membres, il les a donc tués et partira. Elle demande à Lou s'il peut penser à une raison pour laquelle l'organisation ferait cela, et il répond que leur organisation est un service top secret qui vise à contrôler l'ensemble du pays et qu'il pourrait avoir des liens avec la mafia et voulait seulement que le chef soit changé, alors ils l'ont fait l'exécuter. Ce fut un choc pour la nouvelle recrue, car elle pensait qu'elle allait travailler pour quelque chose de bien. Il place l'arme sur la banquette arrière et était sur le point de monter dans la voiture lorsqu'il remarque soudain un drone sans pilote qui arrive dans sa direction. Il lui crie immédiatement de monter dans la voiture et saute sur le siège conducteur avant de repartir le plus vite possible. La fille n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Lou ne prend pas la peine de lui expliquer et lui dit qu'elle doit préparer son arme et attacher un fil à la gâchette avant de l'installer sur la banquette arrière. Ils prennent la route et soudain, un groupe de véhicules militaires commence à suivre leur camionnette, alors ils sautent rapidement hors du véhicule sans se faire remarquer. Tandis que, à cause de la route chaoteuse, la gâchette est appuyée et des balles commencent à sortir de la banquette arrière, ce qui incite les véhicules militaires à tirer sur la camionnette, la détruisant complètement, ce qui leur fait penser que les 2 assassins sont morts à ses côtés. En réalité, cependant, lui et la fille se cachent simplement derrière un rocher et une fois qu'ils savent qu'ils sont en clair, les filles lui disent qu'elles devraient bouger, mais il refuse, lui disant qu'elles bougeront dans la matinée. Elle le traite d'idiot parce qu'il veut bouger à la lumière du jour, mais Love l'informe que le drone a une caméra infrarouge et que leurs corps seront facilement visibles car le sol est vraiment frais, alors que le matin, le sol aura une couleur similaire à leur corps. Il remarque également qu'elle est blessée. Alors il la soigne rapidement avant de lui dire de se reposer car ils déménageront demain tôt matin. Ils s'allongent tous les deux par terre quand soudain, comme une extravertie agaçante, elle commence à lui poser des questions personnelles comme quelle est sa taille et s'il pense que la taille compte, mais il la fait taire en lui disant qu'il a été élevé par l'organisation. Et ce sera son dernier travail puisqu'il prend sa retraite, alors il aimerait qu'elle se taise pour qu'il puisse dormir tranquille. Il lui dit qu'il prend sa retraite et commence un nouvel emploi au Japon où il travaillera comme instructeur qui enseignera aux assassins débutants comme elle. Cela dérange la jeune fille qui lui dit qu'elle n'est pas novice et qu'elle est première de sa classe. Il répond simplement que si tel est le cas, alors sa classe est une poubelle et il était un meilleur assassin qu'elle-même lorsqu'il était encore vierge. Elle se met en colère contre lui, mais en un clin d'œil, Lou lui met un pistolet sur la tête et lui dit de se taire. Il lui demande à qui appartient cette arme et elle répond lentement que c'est son arme. Il la nargue ensuite en lui demandant à quel point elle est bonne assassine, elle a laissé son arme lui être escroquée et est maintenant prise en otage avec elle. Il lui dit que cela s'est produit parce qu'elle lui faisait confiance, même s'il peut simplement la tuer quand il le souhaite, et autant le faire car elle n'est qu'un fardeau pour lui. Elle est incapable de dire quoi que ce soit, mais reste immobile pendant tout le temps avant qu'il ne baisse le pistolet, ne le remette dans sa veste et ne s'allonge avant de lui dire de dormir. La jeune fille reste là un moment, complètement immobile avant de sortir son arme et de la pointer sur Lou, lui demandant s'il est un si bon assassin, comment lui a-t-il fait confiance et lui a rendu l'arme. Lou lui dit de se taire et de dormir, mais elle menace de le tuer. Mais Lo répond qu'elle ne peut tout simplement pas parce qu'il n'est pas assez stupide pour rendre une arme chargée à une fille idiote qu'il vient de menacer, tout en lui montrant les cartouches dans sa main avant de se rendormir.
Le lendemain matin, ils retournent à leur base où il entre en contact avec son organisation, qui le félicite d'avoir accompli sa dernière mission et lui demande si la jeune fille est toujours en vie. Ils lui disent également qu'il aura tout ce dont il a besoin dans le tiroir sous son bureau avant de le remercier et de couper l'appel. Lou vérifie le tiroir et découvre qu'il y a 2 faux passeports et 2 billets pour le Japon. Ils arrivent à l'aéroport et montent à bord de l'avion. Et finalement, Love semble détendu alors qu'il est sur le point de dire au revoir à la vie d'assassin, quand soudain, ils ressentent une énorme secousse vers l'avion et quelqu'un vérifie son téléphone pour trouver la nouvelle que leur avion a été détourné. Il n'utilise même pas le mode avion sur son téléphone. Quel imbécile! La jeune fille court vers lui, lui demandant ce qui se passe et où sont les pirates de l'air, mais Lo répond qu'il ne s'agit pas d'un cas de détournement, mais d'un cas d'assassinat par l'organisation, et cette fois la cible est Lu lui-même. La jeune fille perd tout espoir et tombe au sol, tandis que Lur court vers le cockpit, où une idiote d'hôtesse de l'air tente de l'arrêter, alors même que l'avion tout entier est sur le point de s'écraser. Il l'assomme rapidement avant de pénétrer dans le cockpit pour découvrir les 2 pilotes assassinés. Il s'assoit sur le siège du pilote et tente de sauver l'avion, mais remarque un avion de chasse juste à côté de lui qui leur tire un missile. Et c'est ainsi que Jet-Kun prend sa première vie. Truck-kun perdra son emploi si cela continue. Liuaga ressent une immense frustration à l'idée d'avoir été trahi, et lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans un royaume éthéré, surplombant une déesse incroyablement belle. En réalité, elle est aussi belle que ma copine. Elle se moque d'abord de lui parce qu'il est le meilleur assassin sur Terre, mais se fait trahir par sa propre organisation avant qu'il ne lui demande où il est et pourquoi il est ici. Elle lui dit qu'elle va lui donner 2 options. La première étant de renaître sur Terre en tant que bébé, sans aucun souvenir de qui il était avant, et de vivre à nouveau une vie sans connaître sa vie antérieure, où il pourrait se réincarner dans un monde alternatif de magie et de sorcellerie, où il conservera tous ses souvenirs et expériences, tout en forgeant de nouveaux. Il la regarde et sait que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas, et demande à la déesse qui elle veut qu'il assassine. La déesse est surprise par ses aptitudes et lui dit qu'elle veut juste qu'il exécute une seule personne, et c'est le héros qui est né dans ce monde. Ma déesse s'assoit sur une chaise et lui propose du thé comme une anglaise sophistiquée. Il s'assoit, mais a du mal à comprendre ou à croire le concept de réincarnation. Mais la déesse répond que c'est plus courant que certains pourraient le supposer, et que presque toutes les âmes importantes ont la possibilité de se réincarner sur Terre, mais elles ne se souviennent de rien. Il prétend qu'il en a assez de la Terre et qu'il préférerait aller dans ce monde différent s'il peut préserver ses souvenirs et ses compétences, car pendant tout son séjour sur Terre, il se considérait comme une machine sans émotion. Mais alors qu'il était sur le point de mourir, il se sentait malheureux et frustré. Il avait l'impression d'avoir été utilisé puis trahi par les seules personnes pour lesquelles il avait jamais travaillé, car il n'avait jamais vraiment eu sa propre vie. Elle lui dit qu'elle s'en fout de ce qu'il fait de sa vie tant qu'il tue le héros avant l'âge de 18 ans. Elle lui touche le front et transfère toutes les informations sur le nouveau monde de la langue à la culture dans son cerveau afin qu'il puisse se déplacer facilement. Le monde semble être basé sur le Moyen-Âge et très similaire à la Terre, mis à part le fait que certaines personnes peuvent faire de la magie et que certaines personnes ont des pouvoirs bien au-delà des capacités humaines normales. Après avoir compris le monde, il se pose une grande question. Pourquoi cette belle déesse veut-elle assassiner un héros si valeureux? Ce à quoi la déesse répond que le héros vaincra le roi démon après avoir atteint l'âge de 18 ans et qu'après cela, il changera à mesure que le pouvoir lui montera sur la tête, ce qui l'amènera à conquérir le monde et à le détruire. Parler d'une étrange histoire de méchant. Liu demande à la déesse s'il peut tuer le héros quand il le souhaite, mais elle refuse, lui disant que seul le héros peut vaincre le seigneur démon. Il doit donc attendre un certain temps pour que le héros devienne adulte et tue le roi démon avant même de pouvoir essayer de l'exterminer. Liu comprend sa mission et l'accepte, ce qui conduit la déesse à lui montrer un tas de cartes avec des capacités différentes. Liu choisit un tas de cartes de différentes catégories et reçoit le bonus spécial lui permettant d'utiliser les 4 attributs de la magie à volonté. La déesse lui souhaite bonne chance et l'envoie dans le nouveau monde où il naît enfant d'une bouche totale et d'un homme noble. La famille dans laquelle il est né appartient à une longue lignée d'aristocrates qui sont les chirurgiens royaux, mais derrière les rideaux se cache une guilde d'assassins extrêmement bien entraînés. C'est parfait pour Love car il peut s'entraîner à devenir un assassin sans le cacher. Quelques années ont passé et Lou est maintenant un jeune garçon qui s'entraîne pour devenir assassin depuis qu'il sait marcher. Il pénètre dans une forêt pour tester ses compétences en chassant un lapin en pleine nature.
Il trouve les traces et court à travers les arbres avec une dextérité incroyable avant de se suspendre à une branche et de tirer sur le lapin droit dans les yeux, le tuant une fois. Il ramène le lapin chez lui où sa mère essaie de le lui cuisiner, mais il dit non salope et commence à préparer le lapin lui-même. Il sait que sa mère peut cuisiner de la nourriture à moitié décente, mais c'est fondamentalement un gimbro qui a besoin d'une alimentation parfaite, et comme il n'y a pas de protéines en poudre pendant cette période, il doit se contenter de ce qu'il a. Il utilise un tas d'épices et d'herbes aux côtés de la viande pour obtenir une alimentation presque parfaitement équilibrée, qu'il apprécie avec sa famille. Cependant, par la suite, son père s'est levé et lui a dit de le retrouver au sous-sol avant de disparaître de la pièce. Lou le suit et entre dans le sous-sol où se trouve déjà son père et il lui dit de se déshabiller. Cela me rappelle mon oncle bizarre. Lou, cependant, se déshabille rapidement avant que son père ne commence à lui dire de faire quelques poses de Kama Sutra pendant qu'il va vérifier son corps pour voir si sa croissance était bonne ou s'il a besoin d'un type d'entraînement spécifique. Il s'avère que Lou est en parfaite santé et plus développé que les garçons de son âge. Son père le regarde et lui dit qu'il pense que Lou est prêt pour l'opération des yeux. Sa famille a un secret que personne ne connaît. Ils disposent d'une technique chirurgicale spéciale qu'ils utilisent pour rendre leurs yeux spéciaux et elle ne peut être pratiquée que par le père sur le fils. Habituellement, cela se fait lorsque le fils est plus âgé, mais compte tenu de la force de Luo, son père décide qu'il est temps. Le lendemain de l'opération, Luo s'est mise au bébé par sa mère, et tout en le nourrissant, elle décide soudainement qu'elle veut qu'il la propulse à moteur et commence à le forcer. Mais il s'enfuit chez son père, qui l'emmène ensuite à l'étage, et ils finissent par lui enlever le bandeau. Lou ouvre les yeux sur le soleil aveuglant et voit le magnifique paysage de la région que possède son père. Il essaye de concentrer ses yeux et étonnamment, il peut regarder très clairement les choses lointaines et a également acquis la capacité de voir dans le noir. Ce sera très important pour un assassin et alors qu'il se retourne pour remercier son père, il remarque que maintenant il peut voir combien d'hommes et eux ont aussi, ce qui sera également important lorsqu'il combattra des ennemis. Son père le regarde et lui dit qu'il a également trouvé un tuteur personnel qui lui apprendra la magie à partir de demain. Il en est incroyablement heureux car il mourait d'envie d'apprendre la magie dans ce monde. Le lendemain, sa mère commence à lui fabriquer un piège pour une raison quelconque et l'oblige à s'habiller ainsi lorsque le tuteur arrive en calèche. Il s'avère que c'est une jeune fille aux cheveux argentés nommée Dia, avec un air de royauté, qui descend de son grand cheval et s'approche de Lou, le regardant et disant qu'il est peut-être trop jeune pour apprendre la magie. Lou lui dit qu'elle est elle-même à peine plus âgée pour lui, ce qui l'énerve, alors elle s'en va et lui démontre une explosion magique qui l'épate. Elle lui dit que même si elle a l'air jeune, elle était l'un des 4 mages les plus forts de tout le royaume et qu'elle l'entraînera jour et nuit pour faire de lui au moins le 5e mage le plus fort. Le lendemain, leur formation commence alors qu'ils se présentent tous les deux formellement dans le jardin. Dia dit à Lou de ne pas être aussi formelle car elle n'a que 3 ans de plus que lui, mais il lui dit qu'elle est toujours son professeur et qu'elle mérite tout le respect. Dia rit et lui tend une belle boule de cristal qu'elle appelle une pierre de farce. Elle lui dit que cette pierre est utilisée pour évaluer la quantité de mana dont une personne est naturellement dotée. Plus vous avez de mana, plus vous pourrez exécuter une magie complexe et destructrice. Elle lui dit de verser tout son mana dans la pierre, mais il s'avère que Lou a des boules assez grosses car il draine tout dans la pierre, qui devient vraiment instable car elle ne peut pas contenir autant de mana. Dit est horrifié par cela et lui crie de jeter la pierre le plus loin possible, alors Blow augmente immédiatement sa force et jette la pierre en l'air qui explose avec une forte détonation, donnant à tout le monde des flashbacks d'Hiroshima. Ses 2 parents courent hors de la maison et demandent aux 2 enfants s'ils vont bien. Dia est complètement bouleversée par ce qu'elle vient de voir, mais pense que les parents doivent être en colère et leur dit que c'était de sa faute car elle ne savait pas combien de mana Lo avait. Les parents, cependant, ne sont pas du tout en colère et se réjouissent plutôt des capacités de leur fils. Ils remercient Dia de leur avoir fait prendre conscience de la puissance de leur fils et les laissent à leur entraînement avant de rentrer dans la maison. Lou, cependant, est actuellement obsédée par ces pierres lointaines car elles peuvent être une arme importante contre le héros grâce à leurs propriétés explosives et interroge Dia sur les pierres et où il peut en acquérir. Dia, cependant, lui dit que ces pierres ne sont pas quelque chose qu'il peut simplement acheter dans un magasin, qu'elles sont les joyaux précieux de son royaume et que leur commerce est hautement contrôlé. Lou est déçu, mais décide qu'il réglera ce problème plus tard. Cette nuit-là, Dia finit par envahir la chambre de Lou plus facilement que la Grande-Bretagne a envahi l'Inde et couche avec lui, affirmant qu'il est maintenant son petit frère.
J'espère juste qu'elle ne restera pas coincée dans une machine à laver. Le lendemain, il s'approche d'une berge et elle lui tend une autre pierre. Mais cette fois, elle lui dit de verser seulement un peu de mana, car elle veut vérifier ses attributs. Au début, elle vérifie l'attribut feu et est heureuse de voir qu'il l'a, mais juste pour être sûre, elle finit également par vérifier l'attribut eau, affirmant qu'il est très rare que quelqu'un ait 2 attributs et qu'elle est l'une des très rares personnes à les posséder. Elle est choquée de voir que même lui a 2 attributs et se sent très heureuse car maintenant, elle peut lui apprendre tous les sorts dont elle dispose et commence à avancer lorsque Lil lui demande de vérifier s'il a d'autres attributs. Elle sourit et lui dit qu'il est possible pour quelqu'un d'avoir 3 attributs, mais personne dans l'histoire enregistrée ne se souvient de l'existence de quelqu'un comme celui-là. Cependant, à sa grande horreur et surprise, il possède même l'attribut vent et par curiosité, elle vérifie une fois de plus et se rend compte que ce monstre d'enfant possède les 4 attributs, ce qui est complètement inconnu. Elle se ressaisit une fois de plus, mais est aussi très ennuyée de l'avoir appelé son frère la veille au soir. Elle s'assoit alors avec lui et veut réveiller sa magie innée et d'après ce que je peux comprendre, prend sa virginité magique ou quelque chose comme ça sans fil et tout à coup, Lou peut maintenant utiliser des sorts magiques. Elle lui dit que maintenant, il peut utiliser ses sorts pour faire une grande variété de choses et que plus il utilise de sorts, plus il pourra en apprendre. Lou, cependant, lui dit qu'il a du mal à penser à ses sorts, alors Dia prend les devants et lui montre comment prononcer l'un des sorts terrestres les plus élémentaires qui consiste à créer du cuivre. Elle le fait sans effort et Lou essaie de la reproduire en disant ce qu'elle a dit, mais sa prononciation est mauvaise donc il finit par créer un bloc de cuivre qui semble avoir un cancer. Plus tard dans la nuit, il écrit tout ce qu'il a appris et Dia entre à nouveau dans sa chambre pour coucher avec lui. Le lendemain matin, après avoir beaucoup travaillé, il parvient enfin à produire un morceau de cuivre parfait, ce qui fait vraiment plaisir à Dia car il progresse très vite. Il lui demande si elle pourrait lui écrire quelques sorts qu'elle a appris car il veut les essayer directement. Elle lui écrit un sort, il le chante et à sa grande surprise, il est capable de produire immédiatement un bloc de fer. Lou se rend compte que les sorts sont légèrement différents les uns des autres. Le sort de création de cuivre est exactement similaire au sort de création de fer, mais il modifie certains nombres qui modifient la propriété du métal. Il est excité et lui demande d'écrire chaque incantation qu'elle connaît sur un papier parchemin. Elle semble réticente au début car cela lui prendra beaucoup de temps, mais décide de céder et se met à écrire les sorts qu'elle connaît. Le soir, au moment où elle a fini et après avoir lu les sorts, il se rend compte que ce qui change pour chaque métal est essentiellement son poids atomique. Elle essaye de l'expliquer à Dia, mais elle est trop bête pour comprendre, alors il passe à autre chose et lui dit d'écrire une incantation pour lui. Il lui fait écrire la même incantation, mais place la voix atomique de l'or au lieu du fer à sa place et dit à Dia de la réciter. Elle essaye de le faire, mais tombe soudainement au sol avec un violent mal de tête. Il se rend compte que tout le monde ne peut pas faire ce qu'il fait, alors il prend le papier et écrit lui-même l'incantation avant de la réciter et produit un lingot d'or parfaitement fin, surprenant complètement Dia. Il remet ensuite le parchemin avec quelques modifications spéciales grâce à l'une de ses compétences et soudain, même Dia peut produire de l'or. Ils sont extrêmement heureux et descendent dîner avant de se coucher. Plusieurs jours se sont écoulés et Lou est désormais capable de produire des matériaux complexes à partir de ces métaux. Il descend donc au bord de la rivière et il produit un fusil grâce à sa magie et utilise un sort pour tirer des balles magiques. Dia est également capable de le reproduire, ce qui rend Lou heureux car il peut désormais utiliser ce fusil contre le héros. Mais il n'a pas assez de puissance de feu pour quelqu'un d'aussi fort, alors il crée un canon géant et dit à Dia de fermer ses oreilles avant de bombarder l'île devant lui, la faisant totalement évaporer. Dia est un peu effrayé par l'explosion et recule, tandis que Love inspecte le canon et se rend compte que le manche du canon a explosé à cause de la puissante explosion. Il demande à Dia si elle veut l'essayer, mais elle refuse, lui disant qu'elle est parfaitement d'accord avec son fusil pour le moment. Seth Meg, ils dorment à nouveau ensemble, mais Dia semble être très émo parce que c'est son dernier jour ici et elle doit repartir le lendemain, retourner dans son propre royaume. Lou se réveille et se dirige vers la fenêtre où il utilise son pouvoir magique pour créer une lame de couteau en titane qui n'a jamais été vue dans ce monde. Il démontre sa finesse à Dia avant de lui dire que c'est son cadeau.
Dia sourit et enlève son pendentif, qui contient une belle pierre lointaine, et le donne à Lou, lui faisant promettre qu'il viendra à sa rencontre si elle veut vraiment le rencontrer. Le lendemain, elle remonte dans sa calèche et quitte le royaume, les remerciant de l'avoir hébergée dans leur manoir et promettant qu'elle reviendra un jour. Le père de famille regarde Lou et lui dit qu'il peut sentir une immense quantité de manne venir de lui, et il pense que Lou est prêt pour le premier pas pour devenir un assassin. Ce soir-là, il l'emmène dans une voiture jusqu'à une grande prison qui contient un grand nombre de condamnés à mort qui sont confiés à la famille Lu afin qu'ils puissent essayer de nouvelles drogues et s'entraîner à les assassiner. Lu demande à son père pourquoi il l'a élevé pour qu'il ait des émotions humaines, car cela ne ferait qu'entraver sa capacité à tuer d'autres humains, mais son père le rassure en disant qu'il ne veut pas que Lu devienne un outil d'assassinat et veut qu'il ait une vie en dehors de ce métier, où il peut vivre comme une personne normale plutôt que comme une machine à tuer, et il lui dit également qu'il peut toujours nier avoir assassiné quelqu'un. Mais s'il a accepté de commettre un assassinat, il doit le mener à son terme. Il l'emmène dans une des cellules et lui montre une jeune fille de 19 ans, attachée à une chaise et bâillonnée. Il enlève le bâillon et la femme commence à implorer sa vie, leur disant de l'épargner. Son père l'informe qu'elle s'est infiltrée dans la maison d'un couple de personnes âgées et qu'à leur retour, elle a fini par les tuer et incendier leur maison. Elle lui crie qu'elle voulait seulement trouver de la nourriture et que la mort du couple était une erreur honnête. C'est la raison pour laquelle elle a incendié la maison, parce qu'elle avait si peur. Elle le supplie d'épargner sa vie, mais sans une seconde d'hésitation. Lou lui coupe une main. Elle semble prise par surprise et commence à crier et à les insulter, à crier après le papa, affirmant qu'il a dit que si elle suppliait le jeune garçon de lui sauver la vie, il pourrait l'épargner. Lou, cependant, sait comment sont les gens comme elle et lui jette son couteau dans la gorge, la tuant une fois pour toutes. Quelques années ont passé et maintenant Lou a 10 ans. Un jour, lui et sa famille se rendent au marché de sa région où tout le monde semble occupé à vendre ses produits car l'hiver va bientôt arriver. Sa mère est occupée à être super mignonne alors qu'il essaye de trouver toute personne qui a du mana en elle mais échoue. Il doit assassiner le héros dans 8 ans mais il aura besoin de son aide pour accomplir cette mission. Mais le problème est que seule la noblesse semble avoir la capacité de faire de la magie et aucun d'entre eux ne voudrait travailler sous les ordres de qui que ce soit. Il essaye donc de trouver un roturier qui possède une sorte de mana en lui dont il pourrait profiter. Quelques mois passent et un jour, il décide de partir chasser en forêt car les neiges hivernales vont commencer à tomber très vite maintenant. Il entre dans la forêt et cherche toutes sortes d'animaux quand il entend soudain des hurlements et appuie sa tête contre le sol pour entendre une meute de loups poursuivre une proie. Il décide de suivre le son et, si possible, de voler une proie aux loups, mais quand il les aperçoit enfin, il se rend compte qu'il tente d'attaquer une fille humaine sale et maladive. L'un des loups l'attaque, mais il lui tire rapidement une flèche dans la tête, la tuant immédiatement, et saute devant la fille pour la protéger. Il compte les loups et décide d'en faire un de ses exercices d'entraînement et remet son équipement à la jeune fille avant de sortir son fidèle couteau. L'un des loups l'attaque, mais il le poignarde rapidement au cou, le tuant immédiatement avant d'en poignarder un autre dans le crâne. L'un des loups essaie à nouveau de s'en prendre à la fille, mais il la repousse, tandis que 2 autres loups lui sautent dessus simultanément et lui saisissent les bras dans leurs mâchoires. Heureusement, il porte des gantelets en métal et tord simplement son corps pour les enfoncer dans le sol avant de frapper le dernier loup directement à la tête, les tuant tous. Il revient vers la jeune fille et lui demande ce qu'elle fait seule dans la forêt par ce temps. Elle a peur et lui promet qu'elle est tout simplement perdue et qu'elle ne veut aucun mal. Il lui demande pourquoi elle est ici et elle répond que sa famille est très pauvre et qu'elle n'a pas assez de nourriture pour tout le monde. Ils ont donc fini par la chasser de la maison et la laisser pour morte. Elle a trouvé un gentil inconnu qui lui a dit que la région où vit la famille de Lo est très riche. Elle a donc fini par errer à travers les forêts pour atteindre ce royaume et s'est fait attaquer. Il lui donne sa veste et commence à lui préparer du porridge. Il lui donne un bol et lui dit de le manger lentement, comme si elle le mangeait trop vite, elle pourrait finir par vomir. Elle se présente comme Tarte et mange heureusement le repas chaud, avant que Lo ne commence à saigner les loups et lui révèle son identité en tant que fils du seigneur de cette région. Elle s'éclaire immédiatement et lui dit que c'est incroyable, car une déesse s'est endormie et lui a dit qu'elle trouverait bientôt les cheveux dans la région, et elle l'a finalement trouvé. Lou se rend compte que la déesse essaie peut-être de l'aider, alors il vérifie rapidement son mana pour se rendre compte qu'elle fait partie des roturiers capables de faire de la magie. Il lui propose immédiatement de la ramener chez lui, où elle vivra dans sa maison et n'aura jamais à chercher de la nourriture.
La seule chose qu'elle doit faire est de suivre ses ordres à tout moment, et cela peut inclure de tuer d'autres personnes. Il lui donne ensuite la décision finale, lui demandant si elle veut venir avec lui, et elle accepte volontiers, affirmant qu'elle n'a jamais été voulue par personne d'autre, et il est le seul à lui avoir dit qu'il aimerait être avec elle. Il la ramène chez lui, et depuis, elle commence à vivre avec eux. 2 ans se sont écoulés et un beau jour, Lou est réveillée par Tarte qui l'appelle pour le petit déjeuner. Elle a grandi pour devenir une très jolie fille avec une énorme personnalité et elle semble accomplir toutes les tâches à sa place. Ses parents semblaient l'apprécier, mais lorsqu'il la ramena chez lui pour la première fois, son père lui dit qu'il ne pouvait la garder qu'à 2 conditions. Il l'entraîne lui-même et il s'assure que si jamais elle les trahit, il la tuera lui-même. Il lui dit de la retrouver au sous-sol pour un examen de routine, et après s'être assuré que sa croissance était optimale, il lui dit qu'elle peut l'attaquer à tout moment. Elle essaye de l'attaquer avec un couteau, mais il parvient facilement à la maîtriser. Il s'avère qu'elle est vraiment nulle dans le maniement des couteaux, et la seule arme pour laquelle elle est incroyablement douée est sa lance. Mais le problème est que sa lance n'est pas très facilement dissimulable et est trop volumineuse pour tuer quelqu'un discrètement. Il décide qu'il fera quelque chose pour elle. Et cette nuit-là, il se rend à nouveau au sous-sol, seulement pour trouver la pauvre fille en train de pratiquer ses compétences au couteau sur la cible factice, mais est incapable de la gérer correctement. Elle est gênée de le voir et s'excuse de s'être entraînée sans sa permission, mais il lui produit simplement une arme liée qui peut être pliée dans une petite taille et peut être dissimulée, tandis qu'elle peut être redressée pour produire une lance parfaite. Elle joue avec et l'utilise sur la cible factice, la frappant facilement à chaque fois et même la détruisant complètement. Elle le remercie de tout son cœur avant qu'ils ne rentrent tous les deux pour la nuit. Lou va régulièrement au marché et est énormément aimé des gens de sa région. Tout le monde sur le marché veut lui offrir tellement de cadeau qu'au moment où il rentre chez lui, tout son carrosse est rempli de fruits et de légumes provenant des fermes des populations locales. Il retourne chez lui et vérifie sa réserve de pierres lointaines qu'il a fini par trouver comment produire lui-même, même si Dia a refusé de lui dire comment le faire. Il les a remplis de ména et les a mis dans un tas de sacs, essentiellement comme grenados à main. Soudain, il est appelé par Tarté, qui l'informe qu'il est appelé par son père à la salle d'entraînement. Il s'y rend et rencontre son père, qui s'enquiert des capacités de Tarte. Il répond qu'il l'a entraînée à un point tel qu'elle est tout aussi forte que certains de ses cousins et membres de sa famille élargie. Il regarde alors Lou et demande s'ils peuvent lui faire confiance. Il dit à Lou qu'il a fini par trouver une roturière sans abri dotée de capacités magiques, juste au moment où il cherchait quelqu'un comme ça par une journée froide, alors qu'il partait à la chasse au hasard. Cela semble trop pour une simple coïncidence, et il soupçonne que Tarté pourrait être envoyé par une organisation d'espionnage pour voler leurs secrets de famille. Lou, cependant, répond qu'il la surveille depuis des années et assure qu'elle n'est pas une espionne, et si elle en était une, il l'aurait tuée immédiatement. Son père répond que même lui pense qu'elle n'est pas une espionne et que ce doit être l'œuvre de Dieu que tout se soit passé ainsi. Il regarde alors Lou et lui dit qu'il est assez fort et vieux pour passer ses examens finaux et demande à Lou s'il est prêt. Lou répond qu'il est prêt, alors son père lui dit de sortir car son premier test serait de le combattre au corps à corps. Lou s'habille et marche dehors et ils entrent tous les deux dans les forêts. Lou devrait avoir le dessus car non seulement il a les connaissances sur les assassinats de sa vie actuelle, mais il possède également les compétences et l'expérience de sa vie antérieure. Il grimpe sur un arbre quand soudain son père lui tire des flèches. Il les esquive et saute de l'arbre et trouve son père qui lui tire à nouveau un carreau d'arbalète que Lou esquive à nouveau et lui lance un couteau. Son père est capable de bloquer le couteau et essaie de trancher Lou avec son propre couteau, mais Lou esquive et essaye de lui donner un coup de pied. Mais son père est incroyablement agile et lui attrape la jambe avant de lui casser un os. Lou le repousse rapidement et saute dans des buissons où il tente rapidement de guérir ses os à l'aide de son incroyable magie de récupération. Il dévale la colline en courant où son père lui a tendu un piège. Il évite le piège mais est aussitôt attaqué par son père qui le pousse à se battre avec sa technique de maniement du couteau bijou tandis que Lou tente de bloquer ses attaques. Lou attrape finalement une de ses mains et lui donne un coup de pied dans les côtes, le forçant à reculer avant de disparaître à nouveau dans la forêt. Il court à l'air libre où il est attaqué par des couteaux de lancer qu'il est capable d'esquiver,
avant que son père ne lui saute dessus et ne lui poignarde l'épaule. Mais il s'avère qu'il est également capable de mettre sa lame sur la gorge de son père, mettant ainsi fin à la bataille avec sa victoire. Tous deux reviennent de la forêt et trouvent Tarte en train de leur préparer du thé. Son père le soigne et lui dit qu'il lui a appris tout ce qu'il pouvait avoir et qu'il est maintenant temps pour lui de vivre personnellement les assassinats. Après cela, ils commencent ensemble des missions d'assassinat et tuent un connard qui a beaucoup d'argent qu'il utilise pour abuser des filles, mais son père met simplement fin à ses jours par une sirène pour lui empoisonner la gorge, le tuant immédiatement avant de sauter par la fenêtre. Ils empoisonnent plusieurs autres dégénérés, en brûlent certains, en font passer beaucoup d'entre eux pour des accidents, et lors d'un assassinat, ils font passer cela pour l'œuvre de bandits avant de s'enfuir. Alors qu'il revient d'une visite chez un riche noble qui semble malade, son père lui dit qu'il envoie son amour dans une autre ville pour vivre sous une fausse identité de fils bâtard d'un traître très célèbre. Il lui dit qu'il doit rester 2 ans avec eux et se faire connaître comme un très bon traître, ce qui les aidera dans de nouveaux assassinats, car les nobles invitent très souvent des traîtres chez eux, et souvent, ils ne sont même pas contrôlés par la sécurité. Lou accepte évidemment cet arrangement, et en son honneur, son père met en place une immense réception. Tous les membres de sa famille élargie arrivent sur place, car il est le plus jeune membre de l'histoire de leur famille à avoir réussi le test final. Son père s'exclame fièrement qu'il deviendra le nouveau chef de famille après sa mort, ce qui semble agacer certains membres de la famille. L'un de ces types jette son verre de vin sur Lou, qui l'attrape et le tend à Tarte. Le gars refuse de reconnaître quelqu'un de plus jeune que lui comme chef de famille et veut défier Liu. Son père organise un match entre eux, et si le gars gagne le match, Liu sera mis de côté et il deviendra le nouveau chef. Le match commence, et avant même qu'il puisse cligner des yeux, Liu apparaît derrière lui avec un couteau sous la gorge, mettant fin au combat. Le gars est secoué et embarrassé, alors il se lève et essaye de gifler Lou, mais il est immédiatement abattu, et Lou lui casse proprement le bras, disant que s'il est guéri avec la médecine familiale, il devrait aller bien dans les 2 jours. Le match se termine et personne d'autre n'ose défier un garçon aussi exceptionnellement talentueux. Plus tard, Liu sort et appelle le cousin pour le rencontrer. Le cousin semble grincheux, mais Liu reconnaît sa force et lui dit que s'il devient son subordonné, il veillera à être extrêmement bien traité. Lou lui dit de rejoindre les chevaliers royaux et de travailler sous ses ordres. Le cousin semble réticent mais finit par accepter, et pour célébrer cette collaboration, Lo lui remet en cadeau une belle épée en titane. Le lendemain, Lou fait ses valises et Tarte l'aide à tout mettre dans la voiture car elle est catégorique sur le fait qu'elle suivra Lo. Il accepte finalement et ils commencent leur voyage vers la nouvelle ville pour commencer leur nouvelle vie. Lo arrive enfin dans la nouvelle ville et s'installe dans sa nouvelle maison. Cette ville est connue pour ses marchands et est l'une des régions les plus prospères de ce royaume grâce au commerce. Luo cache immédiatement son identité en transformant ses cheveux en noir à l'aide de la magie, car le garçon aux cheveux argentés serait trop synonyme de Luo. Il enfile même une paire de lunettes et son changement d'identité s'achève. Il est informé de l'existence d'un orphelinat dans cette région qui proxénète des jeunes filles pour de riches seigneurs, et apprend qu'ils ont une fille ordinaire qui peut également utiliser la magie. Cela oblige Love à visiter l'orphelinat. Lorsqu'il arrive à l'orphelinat, il s'approche du bar et où il trouve une belle fille aux cheveux bleus qui pleure avec une fossile à la main et était sur le point de défigurer son visage parce qu'elle pensait que si elle avait un visage hideux, les gens ne l'achèteraient pas et ne l'abuseraient pas. Lou lui tient la main et lui demande d'arrêter et lui dit très gentiment qu'elle devrait sourire davantage car elle est belle avec un sourire. C'est un peu insensible de dire une chose à une fille qui est constamment maltraitée, mais peu importe. Il est escorté par le propriétaire de l'orphelinat à l'intérieur, et une série de filles se tiennent devant lui, dont une au visage défiguré. Love réalise immédiatement d'où cette fille aux cheveux bleus lui vient son idée. Il vérifie Mana et se rend compte que la fille aux cheveux bleus est la seule à avoir Mana et dit au propriétaire qu'il va l'acheter. Le propriétaire lui dit qu'elle s'appelle Maa et que c'est une fille spéciale, donc il va facturer le triple du prix normal, mais Lou est une chienne riche et n'a aucun mal à lui donner autant d'argent. Il était sur le point de la ramener à la maison lorsque le propriétaire l'interrompt et lui dit qu'il doit la préparer et la nettoyer, donc Lou devrait revenir 3 jours plus tard quand elle sera prête. Lou regarde Maha qui a l'air pétrifié par cette proposition, mais accepte malgré tout, mais prévient le gros qu'il a déjà payé pour elle. Ce qui signifie qu'elle fait désormais partie de sa famille, donc aucun mal ne devrait lui arriver. Le gros est d'accord avec lui et Lul revient au désarroi de Ma. Le gros, cependant, a des plans alternatifs car il veut la maquiller plusieurs fois pour gagner un peu d'argent supplémentaire avant de la remettre à Lou, alors il la fait laver et l'emmène en calèche vers le manoir d'un noble.
Mais en chemin, Ma finit par s'échapper et court à l'intérieur de la forêt. Cependant, l'un des gardes sous le gros a également Mana et il la rattrape et l'attrape par derrière. Il était sur le point de lui faire du mal quand Law arrive et lui attrape la main. Le gars est choqué de le voir là et lui dit de le laisser tranquille, mais Law le jette simplement au sol. Le gros arrive sur les lieux et est choqué d'y voir Lou. Il lui dit qu'il était censé l'emmener 3 jours plus tard, alors pourquoi est-il ici? Mais Lou lui dit qu'il peut identifier une merde quand il en voit une, et Gros est la merde la plus grosse et la plus laide qu'il ait jamais vue. Fatty dit à son subordonné de blesser Lou et le gars court vers lui essayant de le frapper, mais il esquive simplement et lui brise proprement le bras en deux. Le gros tente de l'attaquer par derrière, mais Lou l'esquive et le pousse contre l'arbre, lui mettant un couteau sous la gorge. Il demande ensuite à Maha ce qui se passe et elle lui dit qu'elle et les autres filles étaient orphelines et qu'elles restaient ensemble dans les bidonvilles. Ils avaient l'habitude d'organiser des visites touristiques dans la ville et recevaient une petite somme d'argent pour les visites ainsi qu'un peu d'argent du restaurant qui les payait pour les y emmener. Ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, mais ils étaient heureux et satisfaits de leur vie. Un jour, cependant, ces escrocs les ont attaqués à l'improviste. Et même si maman a essayé de les arrêter, ils ont fini par les maîtriser et les ont ramenés dans cet orphelinat. Ils les ont jetés dans une pièce et leur ont donné quelques légumes pour se nourrir pendant toute la semaine et ont lentement commencé à proxénéter les filles une à une auprès de personnes qui les maltraiteraient. Cela arrivait à presque toutes les filles et une fois, l'une d'elles a fini par être tellement stressée qu'elle a utilisé une fausse cils sur son propre visage pour se faire des cicatrices afin que personne ne l'achète. Lou envoie Tard à la place de Maha et installe le noble, et dès que l'homme tente de la maltraiter, un groupe de gardes entre dans la pièce et l'arrête. Ils retournent à l'orphelinat où Love répare le visage défiguré de la jeune fille grâce à sa magie et ramène Maha avec elle pour commencer sa nouvelle vie avec lui. Cela fait un certain temps que Lou n'a pas pris Maha sous sa protection et il a également fait un travail incroyable pour la société Baylor. Mais Lore, son faux père, lui demande d'aller voir son fils biologique qui est frappé par une terrible fièvre et juste après une cure de médicaments, il se sent beaucoup mieux. Le garçon remercie Lou de tout son cœur, mais Lou lui rappelle que c'est son secret et qu'il ne peut parler de cette opération à personne, pas même à sa mère, et il accepte volontiers. Baylor informe Lou qu'il s'est occupé de toute la paperasse et qu'ils ont adopté avec succès, et légalement Maha comme la sœur cadette de Lou. Lou semble en être content car il peut travailler avec elle sans susciter beaucoup de soupçons. Quelque temps plus tard, il emmène Lou dans une pièce et lui montre le plan d'un magasin à un carrefour majeur de la ville. Il prétend qu'il a ouvert un magasin d'alcool il y a quelque temps, mais que celui-ci a complètement échoué, l'obligeant à le fermer. Mais maintenant, il veut le confier à Lou car il pense qu'il est le seul à pouvoir lui insuffler une nouvelle vie. Lou semble réticent, mais accepte quand même et retourne chez lui où Tart et Maha lui ont préparé un excellent dîner. Ils dînent ensemble avant qu'il ne leur parle de ses projets. Il leur dit qu'il a reçu les rênes d'un magasin et qu'il doit l'utiliser pour atteindre son objectif de tuer le héros le plus efficacement possible. Il explique que le premier objectif du magasin serait de gagner le plus d'argent possible, car cela éviterait que le magasin ferme ses portes de sitôt, et le deuxième objectif serait de vendre quelque chose qui intéresserait les nobles, afin qu'ils puissent se rapprocher d'eux. Les deux filles lui demandent s'il a quelque chose en tête, et il leur parle de son projet de vendre des cosmétiques et des friandises dans sa boutique, spécialement destinée aux femmes nobles. Maman, cependant, l'interrompt et lui demande comment il va briser le marché, car il existe déjà un certain nombre de magasins qui vendent spécifiquement des cosmétiques à ces femmes et il serait très difficile d'essayer d'amener les consommateurs à changer d'entreprise tout d'un coup. Lou se rend compte que cela pourrait être un problème, mais lui dit qu'il a un plan et qu'il le démontrera le lendemain devant Balor et sa femme. Cette nuit-là, les deux filles viennent dans sa chambre et dorment ensemble avec lui pour ne pas se sentir seules. Et le lendemain, elles se rendent toutes chez Baylor où elles fixent un rendez-vous et s'assoient ensemble. Sa femme semble détester Lou car elle croit qu'il est le fils bâtard de son mari et se couvre le visage pour une raison que je ne connais pas. Lou leur parle de ses projets, mais comme même Baylor n'est pas sûr de la façon dont ils vont percer le marché, car même s'ils créent des cosmétiques de qualité supérieure, les gens choisiront toujours des marques bien connues plutôt que leur propre marque. Lou cependant lui dit qu'ils ne vont pas rivaliser avec eux, en fait ils vont fabriquer quelque chose qui complétera les cosmétiques vendus par ces entreprises. Il leur explique à quel point le maquillage est difficile à appliquer et rend la peau incroyablement sèche lorsque vous le retirez à la fin de la nuit, mais il a mis au point un produit cosmétique spécial qui peut complètement éliminer ce problème une fois pour toutes et aider les gens à protéger leur peau à tout moment.
Il s'avère que dans ce monde, la crème hydratante n'a même pas encore été inventée et Dieu sait comment les adolescents survivent à ce problème. Il est la première personne à créer une crème hydratante et leur dit que cela empêchera leur peau de se dessécher et empêchera également les cosmétiques d'endommager leur peau. La femme prend le flacon des mains et en applique un peu sur le dos de sa main, seulement pour être choquée par la douceur de sa peau. Elle décide alors de retirer son masque et de dévoiler son visage peu joli, sur lequel elle applique encore un peu de crème hydratante et est ravie de retrouver sa peau douce et souple. Lou lui dit d'essayer de se maquiller par-dessus, ce qu'elle fait, et s'exclame à quel point il est facile de se maquiller sur la crème hydratante. Lou demande si elle l'aime, et elle répond immédiatement qu'elle déteste ses tripes, mais qu'elle aime beaucoup la crème hydratante. En regardant sa femme être si heureuse, il demande si elle pourrait le partager avec certains de ses amis pour augmenter la portée, puis demande à Lul combien il peut produire en une semaine. Lou répond que lui seul peut en produire pour l'instant, soit environ 200 bouteilles. Baylor lui dit d'embaucher plus de personnes pour qu'ils puissent augmenter leur production, mais il lui dit que s'ils embauchent des gens maintenant, de nombreuses entreprises ennemies pourraient essayer de voler un secret et soudoyer les travailleurs pour cela. Baylor se rend compte que Lou a raison et lui demande combien de temps il faudra pour mettre en place une production de masse. Et Lou répond que cela peut être fait d'ici la fin du mois. Cependant, il dit à Baylor que ce cosmétique nécessite un ingrédient spécial qui ne peut être produit que dans la région de son véritable père, et qu'ils doivent échanger ce produit avant de pouvoir créer des usines de production de masse. Baylor semble surpris car cette région est très loin, mais il accepte néanmoins et le renvoie négocier. Sur le chemin du retour, il explique à Tarte que la substance dont ils ont besoin peut être produite n'importe où, mais s'il les force à l'acheter dans sa région natale, cela signifiera que Balor ne pourra pas mettre de côté l'amour lorsqu'il en aura fini avec lui. Et ce commerce se traduira par une augmentation de l'argent versé dans sa région, ce qui est incroyablement positif. Un autre avantage de cet arrangement est que personne n'oserait infiltrer le pays des nobles assassins pour tenter de voler une formule. Plusieurs mois se sont écoulés depuis et il a réussi à établir son magasin de cosmétiques dans la région en tant que filiale de la Balor Trading Company. La crème hydratante a connu un succès instantané et sa boutique est jurée chaque jour par une horde de femmes qui essaient d'acheter autant de crèmes hydratantes que possible. C'est pourquoi il a imposé un plafond de 2 flacons par client. Il a également nommé Maha directrice du magasin et elle a fini par embaucher tout le groupe de filles qui se trouvaient à l'orphelinat. Tarte et Lug sont assises à proximité et constatent avec quelle facilité et fluidité l'ensemble du magasin est géré. Et ils semblent heureux d'avoir laissé Ma embaucher les petites filles car elles sont restées avec elle toute leur vie, elles sont donc incroyablement fidèles, jeunes et jolies, ce qui est un must pour un magasin de cosmétiques et sont des travailleuses très assidues. Ils s'enquièrent de la sécurité de la formule et elle répond que des espions ennemis infiltrent leur usine presque quotidiennement et qu'ils continuent de soudoyer leurs ouvriers mais qu'ils ne savent pas comment mettre la main sur les trucs secrets de sa région. Lou est heureux d'entendre cela et dit à Tarte de maintenir la sécurité car ils ne peuvent pas risquer que d'autres personnes connaissent la formule si rapidement. Cette nuit-là, alors que Lou essayait de dormir, il se rend compte que quelqu'un s'est infiltré dans sa maison et rampe dans le grenier pour atteindre la chambre de Lou. Il se rend compte qu'il doit s'agir d'un espion de très haut niveau, car il a pu dissimuler sa présence jusqu'à ce qu'il soit très proche. Il est parfaitement logique que les ennemis tentent de le kidnapper afin de pouvoir lui arracher directement les informations. Il essaye de se lever, mais soudain, Tarte ouvre la porte de la chambre et utilise sa lance pour poignarder le plafond et dit à Lou qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle a appliqué de la neurotoxine sur la lance et l'espion ne peut même plus lever le petit doigt maintenant. Maha était dans le grenier lui-même et descend pour annoncer que l'espion a été capturé avec succès. Il l'emmène dans les cachots où les deux filles le déshabillent et commencent à le torturer pour obtenir des informations sur celui qu'il a envoyé en échange de sa vie. Le lendemain, Lou s'apprête à partir pour le royaume voisin où vit Dia car il lui a promis de venir la rencontrer une fois par mois. Les filles décident d'aller dans un bon restaurant pendant que Lou est absent, alors qu'il utilise simplement sa magie du vent pour voler vers le royaume voisin et pénètre dans la chambre de Dia à travers son château. Elle est extrêmement excitée de le voir et l'accueille dans sa chambre. Elle lui tend un paquet de papier géant dans lequel elle a écrit un tas de nouveaux sorts qu'elle a elle-même créés. Un sort particulier attire l'attention de Lo, alors qu'il lui demande d'essayer de l'exécuter devant lui. Elle chante le sort et est capable d'inverser la gravité sur n'importe quel objet de son choix, choquant Lou au plus profond, car il pensait vraiment que c'était quelque chose que lui seul pouvait faire. Après avoir discuté un peu,
Lou lui tend une boîte de chocolat qu'il a récemment créée et Dia n'a aucune idée de ce que c'est, car le chocolat n'a pas encore été inventé dans ce monde. Elle lui dit que ça ressemble à des morceaux de merde, mais Lou lui dit de les essayer une fois, et après les avoir essayés, elle les aime en morceaux, faisant promettre à Lou de lui en apporter d'autres le mois prochain. Ils passèrent encore plus de temps à parler, à lire, à pratiquer la magie et à s'amuser. Avant que Lou ne doive revenir, ils se dirent donc adieu. Et Lou sortit de sa fenêtre avec l'aide de sa magie du vent, lui promettant qu'il se reverrait bientôt. Cela fait 2 ans que Lou est venu dans cette région en tant que commerçant, et maintenant son séjour ici est sur le point de se terminer. Il s'assoit et regarde sa boutique prospérer avant que Tar ne revienne vers lui et lui montre un tas de boutons qu'elle a obtenus en tuant beaucoup de gens. L'amour l'envoie au combat afin qu'elle puisse apprendre à gérer des situations stressantes, à être meilleure au combat et à prendre des décisions rapides. Il s'avère qu'elle est incroyablement douée et qu'elle est désormais célèbre sur le champ de bataille pour son incroyable habileté, sa force et sa vitesse. Sa marque de crème hydratante connaît un grand succès et est l'un des produits cosmétiques les plus connus de tout le royaume. Il reçoit des invitations constantes de nobles et de leurs somptueuses demeures, organise des fêtes scandaleuses et grâce à cela, il est capable de se rapprocher d'un certain nombre d'entre eux et de les connaître très intimement, ainsi que leur travail. Tout compte fait, son séjour ici en tant que marchand a été incroyablement réussi et il est maintenant temps de rentrer. Ce soir-là, il s'assoit avec Maha et lui dit qu'il laissera tout le projet entre ses mains et s'attend à ce qu'elle le développe encore davantage. Maha accepte et promet qu'elle s'occupera de tout ici avant de lui dire qu'elle souhaite étendre l'entreprise aux villes voisines et qu'elle a déjà trouvé une boutique. Lou regarde la carte et se rend compte qu'il s'agit du magasin qui appartenait autrefois au père de Ma, qui était un commerçant très célèbre mais qui a été trahi et tué par son partenaire, tandis que Maha s'est enfuie dans cette ville et a commencé à vivre comme une orpheline. Il sait qu'elle veut se venger de ceux qui ont fait du tort à sa famille et récupérer l'entreprise de son père, alors il lui dit simplement qu'elle peut faire ce qu'elle veut, car il lui fait entièrement confiance, mais qu'elle devrait produire de bons résultats. Maha est incroyablement heureuse de son approbation et promet de gérer les choses avec un soin et une attention incroyables aux détails. Plus tard, tous les amis orphelins de Maha entrent dans la pièce et remercient Allah de les avoir accueillis et de les avoir sauvés d'une vie horrible, avant de lui donner un sachet contenant une tisane très spéciale et rare. Il accepte le cadeau et les remercie tous avant qu'ils ne se rendent tous pour la nuit. Le lendemain matin, Maha l'aide à reconvertir sa couleur de cheveux à l'argent d'origine, qu'elle trouve très jolie, et Love revient à son personnage d'origine alors qu'il coiffe sa famille d'assassins et s'habille à nouveau avec ses vêtements habituels. Il monte dans la calèche et dit au revoir à Maha avant de repartir avec Tart vers leur région. Tart semble un peu triste car elle a noué de très bons liens avec Maha, alors il promet qu'il la laissera voir Maha quand elle le voudra. Sur le chemin du retour, il lui dit qu'il peut envoyer du mana et dit au chauffeur de s'arrêter. Ils descendent de leur voiture et remarquent une bande de monstres loups qui les entourent. Il dit au chauffeur de se cacher, mais avant de pouvoir les tuer, Tart lui demande de la laisser gérer cette situation car ce serait une bonne pratique et sort sa lance. L'un des loups décide d'attaquer en premier, mais Tart est prête, et avec l'aide de quelques mouvements super fantaisistes, elle poignarde la pauvre bête en plein crâne, la tuant immédiatement. Le deuxième loup tente de l'attaquer par derrière alors qu'elle ne regardait pas, mais elle utilise simplement l'attaque par balle magique que Lou lui a apprise et abat le morceau, avant de se rendre compte que le dernier est en train de la fuir. Ils ne peuvent peut-être pas laisser des monstres comme ceux-ci vivre, alors elle utilise un renfort magique dans sa lance et la tire à très grande vitesse, poignardant le loup et le tuant sur le coup. Lou s'approche d'elle et la félicite pour sa vitesse et son jugement incroyable avant de remonter à l'intérieur de la voiture et de s'en aller. Il se rend compte que maintenant les monstres apparaissent dans des zones comme celle-ci qui ne sont pas très loin de la population humaine, ce qui signifie que le héros devient de plus en plus fort. Ils atteignent enfin les terres agricoles de leur région et Lo décide de rendre hommage aux habitants et descend de sa voiture pour leur parler. Tous les agriculteurs et les locaux sont ravis de revoir Lou et lui disent qu'il leur a beaucoup manqué. Lou les remercie tous et leur dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'ils prospèrent aux côtés de toute la région. Ils offrent à nouveau à Lou un tas de légumes cultivés sur place et il les accepte gracieusement avant de les ramener à la maison. Il descend de la voiture et est immédiatement étouffé par sa mère, qui commence à le serrer dans ses bras et à le renifler pour une raison quelconque. Elle le serre fort dans ses bras pendant un temps inconfortablement long avant qu'il ne lui dise qu'il va retrouver son père. Il s'approche et entre dans le bureau de son père où il le voit assis derrière un bureau et écrivant quelques lettres, mais dès que l'amour entre dans la pièce, son père lui dit qu'il est fier de lui
et que le travail qu'il a fait avec Baelor et sa région est tout simplement exceptionnel. Lou remercie son père, avant que son père ne lui dise que Baelor lui-même lui a rendu visite il y a quelques jours et lui a dit qu'il devrait peut-être reconsidérer la carrière d'assassin de Lou et le laisser devenir marchand, car il est un toxicomane naturel. Il regarde Lou et lui dit qu'il ne l'arrêtera pas s'il veut changer de domaine même maintenant, mais Love rejette fermement cette idée, lui disant qu'il est devenu un bon marchand pour essayer de devenir un assassin encore meilleur et que ce sera toujours qui il est. Il ne peut pas quitter sa famille, vivre pour toujours comme le fils bâtard de Baelor, et une autre raison pour laquelle il ne peut pas le faire est qu'il est amoureux de Dia, qui est une noble, et ils ne peuvent pas se marier à moins qu'il ne soit également un noble. Son père se moque de lui et lui dit qu'il est très soulagé et lui dit que maintenant il va lui confier de véritables assassinats. En solo, comme avant, il n'accompagnait son père que dans de tels assassinats et les seules personnes qu'il a tuées étaient des condamnés à mort. La nuit tombe lorsque son père lui explique que son travail consiste à se débarrasser d'un romancier qui vend un tas d'armes à l'armée voisine en échange de drogue, ce qui pourrait être très dangereux pour leur royaume. Lou lui dit qu'il comprend la mission et qu'il se débarrassera de l'homme sans laisser de traces. Cette nuit-là, Lou se promène avec Tarte et lui explique sa mission avant d'en noter les détails sur un morceau de papier et de l'attacher à un pigeon qui le livrera à Maha. Il demande à Maha de trouver autant d'informations que possible sur cet homme et d'essayer d'établir une sorte de lien avec sa maison. Il se réveille le lendemain et est ennuyé que sa mère continue de le déranger sans raison. Après le petit déjeuner, elle l'appelle et lui montre un tas de photos de belles filles exploitables, lui disant qu'il peut choisir n'importe laquelle d'entre elles à épouser, car elle veut des petits-enfants le plus tôt possible. Lou lui dit qu'il n'acceptera aucune sorte de mariage arrangé et qu'il n'a Dieu que pour Dia. Et elle sourit et lui dit qu'elle fera ce qu'elle peut. Cette nuit-là, Lou et Tarte se préparent tous les deux et, dans l'obscurité, se précipitent à l'intérieur de la forêt pour simplement courir vers la ville où vit le dénommé Asba, qui vend de la drogue et des armes. Ils atteignent finalement la ville au moment où le soleil se lève et Tarte commente la taille de la ville, ce à quoi Lou répond que cette ville est la deuxième ville commerçante la plus importante du royaume après la région où vit Baelor. Ils se promènent dans la ville où ils voient un groupe de soldats blessés et pauvres, alignés dans la rue, allongés par terre et mendiant de l'argent. Ce spectacle horrible est visible parce qu'Asba a déjà vendu tous les plans militaires au royaume voisin, qui les a ensuite utilisés pour détruire ses armées. En traversant une ruelle sombre, une fille s'approche d'eux et leur propose de leur vendre de la confiture de groseille. Lou et Tarte sentent immédiatement la présence de quelques hommes à proximité, alors ils se comportent comme s'ils formaient un groupe de couple sans prétention et prennent un pot de confiture de groseille parce que Lou voulait tester ses soupçons. Il met son doigt à l'intérieur du pot et goûte la confiture pour se rendre compte que la confiture contient des drogues psychotropes. Il confronte immédiatement la jeune fille et lui demande de dire la vérité avant de briser tous ses bocaux par terre. Soudain, un groupe d'hommes apparaît par derrière, tandis que la pauvre fille essaie de sauver rapidement le plus de confiture possible. Les hommes leur disent que c'était leur marchandise et que maintenant l'eau devra payer, mais avant même qu'ils puissent terminer leur phrase, Lou intervient et frappe l'un d'eux directement pour l'assommer, tandis que Tarte saute donne un coup de pied à l'autre gars. Avant même que les deux autres puissent réagir, Lou et Tarte les attaquent, les assommant instantanément. Ils se dirigent vers la fille et lui demandent pourquoi elle vend ses drogues, et à leur tour, elle les oblige à la suivre dans des ruelles et dans une maison sombre. Elle l'ouvre pour révéler sa mère, qui semble totalement accro à la drogue, alors qu'elle reste dans un coin, et dès qu'elle voit la fille, elle lui saute dessus et commence à exiger sa dose quotidienne de drogue. Lorsque la petite fille lui dit qu'elle ne prend pas de drogue, sa mère la secoue et la gifle. Lou se dirige vers elle, elle essaie de l'attaquer également, mais il est incroyablement rapide et lui bloque le bras. La fille a peur, mais Tarte la retient en lui disant que tout ira bien. Lou sent ses nerfs et la frappe sur le rétroviseur pour l'assommer. La petite fille court vers sa mère, tandis que Lou revient à Tarte en lui disant que désormais la femme ne devrait plus avoir besoin de drogue, mais qu'elle peut très bien redevenir dépendante. Ils retournent enfin dans leur propre manoir. Au moment où le soleil commence à se coucher, ils sont heureux de voir qu'un tas de produits leur sont livrés par Maha, tandis que la mère de Lou lui demande de lui procurer d'autres produits cosmétiques. Il monte simplement dans sa chambre et trouve la lettre que Maha a cachée dans la boîte, disant à Lou que tous les préparatifs sont terminés et qu'ils peuvent simplement entrer dans la maison d'Asba. Le lendemain, il se rend dans la région où se trouve Maha et vient la chercher tout en étant déguisé en bâtard de Baelor et demi-frère de Maha.
Dans la voiture, Maha raconte des conneries sur la façon dont tout le monde veut avoir un morceau de lui et commence à se comporter comme la demi-sœur typique qui aime rester coincée dans une machine à laver. Lou, cependant, est un homme Sigma qui lui dit qu'il est fidèle à son amour, Dia, et qu'il ne pensera jamais à aucune autre fille. Ils atteignent enfin le manoir d'Asba et sont accueillis par sa femme qui semble très excitée de les voir tous les deux. Ils ont créé un prétexte pour qu'elle essaie d'abord leurs produits et les évalue parce qu'elle est une youtubeuse de mode, je suppose, et qu'elle est très suivie parmi les femmes nobles. Elle se laisse évidemment flatter comme tous les autres influenceurs et les invite à l'intérieur avant de commencer à essayer leurs nouveaux produits. Lund remarque que cette garce porte beaucoup de choses très chères, alors il lui demande si les affaires se portent très bien, et elle répond qu'il y a quelques années à peine, ils étaient plutôt pauvres et n'étaient que des nobles de nom. Mais récemment, les affaires d'Asba ont commencé à prospérer et maintenant ils peuvent se permettre toutes les choses luxueuses que d'autres familles nobles peuvent avoir. Mais avant qu'ils puissent parler davantage, Asba entre dans la pièce et est ravi de voir ses invités et sa femme. Il se dirige vers elle et commence à l'embrasser devant eux. Obtenez déjà une chambre. Il remercie Lou d'être venu jusqu'ici, car il sait que la société de négoce de caution est généralement très occupée et semble vraiment heureuse de voir sa femme heureuse. Il parle à Love en privé et lui dit de ne pas essayer de séduire sa femme, sinon il séduirait la mère de Lou, ce à quoi je dis plus qu'un échange équitable. Lou le rassure cependant en lui disant que sa femme l'aime. Et Asba dit à Lou et Maha de rester pour la soirée car ils vont faire une fête et ils seraient les bienvenus. Ils sont tous les deux d'accord, car ils veulent en savoir plus sur cet endroit, et le soir, l'endroit est rempli de dames nobles qui ne se lassent pas des produits de Lou. Une fois la fête terminée, ils partent tous, mais Love revient au bord d'une falaise face à son manoir aux côtés de Tarte vêtue de noir. Il utilise son sort pour créer un fusil smoker avant de le verrouiller et de le charger, en attendant qu'Asba vienne, car sa femme a dit à Lo qu'il aimait marcher jusqu'au balcon pour voir la lune tous les soirs avant de dormir. Tarte monte la garde pendant que Lo attend que l'homme sorte, et heureusement, Asba retourne sur le balcon avec un verre de vin à la main. Lou vise et tire sur l'homme directement dans la tête, le tuant d'une seule balle avant de ranger son arme et disant à Tarte de se mettre hors de vue. Avant de partir, cependant, il remarque que la femme d'Aswa court vers le balcon et tient son corps en pleurant car il s'aime vraiment. Cela fait comprendre à Lou qu'il n'est pas une machine insensible cette fois-ci et qu'il peut réellement ressentir la douleur que sa femme pourrait ressentir. Il ne regrette cependant pas cet assassinat et revient avec Tarte après avoir accompli sa mission. Lorsqu'il retourne à son manoir l'autre jour, il trouve un homme allongé sur le sol, brutalement blessé pendant que son père et sa mère tentent de le soigner. Lou est choqué de voir cela et demande à son père si tout va bien et il répond que les choses sont très désastreuses et qu'ils ont trouvé un travail. Liu n'a aucune idée de ce qui se passe et demande à son père de s'expliquer et il répond qu'ils ont reçu une demande d'assassinat et quand Lou demande qui ils doivent assassiner, son père répond qu'ils doivent assassiner Dia elle-même. Lou demande à son père qui a ordonné l'assassinat et son père répond que le père de Dia lui-même a ordonné son assassinat. Cela choque complètement le pauvre Lou qui ne sait pas quoi dire à son père et regarde son visage comme s'il s'agissait d'une blague. Son père lui dit qu'il peut refuser le poste si nécessaire, mais Lou demande à son père pourquoi il a même envisagé ce poste. Son père lui a appris qu'ils ne commettent des assassinats que pour leur propre royaume et ne se mêlent jamais des autres royaumes car cela peut créer de mauvaises relations internationales et assassiner la fille du seigneur le plus puissant du royaume voisin créera beaucoup de conflits entre les deux royaumes pacifiques. Son père lui explique que le royaume de Dia est envahi par un royaume ennemi et qu'ils ont déjà capturé un tas de choses et se sont installés dans la ville où vit Dia. Selon lui, le royaume de Dia n'a jamais été une force militaire et s'est davantage concentré sur la magie et le commerce. Il n'était donc pas du tout prêt pour cette bataille. Le royaume ennemi a frappé fort et vite et s'est immédiatement glissé jusqu'aux portes de la ville où il a menacé de piller la ville et d'incendier toutes les maisons et tous les villages avant de tuer tous les hommes, femmes et enfants. Le seigneur ennemi n'avait qu'une seule exigence et dit au père de Dia que s'il ne lui mariait pas sa fille, il détruirait tout le royaume. Le père de Dia était très stressé, mais après avoir parlé avec Dia, il a fini par accepter l'arrangement et était sur le point de marier sa fille au seigneur ennemi, mais ses propres soldats et les habitants de la ville se sont rebellés contre lui, le capturant dans son propre château, parce qu'ils ne veulent pas que la fierté de leur royaume, Dia, soit mariée comme une poulinière. Les armées ont lancé une contre-attaque et chaque civil a formé une armée de volontaires afin de protéger Dia à tout prix.
Son père lui dit que le père de Dia sait que la seule façon de protéger Dia est de simuler son assassinat et de la faire s'échapper avec Lou pour retourner dans ce royaume déguisé. Soudain, tout commence à prendre un sens pour Lou et il dit immédiatement à son père qu'il accepte le poste et se prépare immédiatement à quitter le royaume. Avant de partir, cependant, son père lui lance une bombe et lui dit que la mère de Lou est aussi la tante de Dia par le sang et que Dia est la cousine de Lou. Cependant, ce n'est pas grave pour Lou car tout ce qu'il a à faire est de la coincer quelque part, alors tout est permis. Il était sur le point de partir quand Tarte court vers lui et lui dit qu'elle veut l'accompagner, mais il refuse dans un premier temps, lui disant qu'il n'a pas assez de mana pour atteindre le royaume de Dia avec lui à temps. Elle devient un peu triste, mais lui dit ensuite que s'il court directement vers le royaume de Dia à toute vitesse, même lui épuisera une énorme partie de son mana avant même que le combat ne commence. Elle le supplie de la laisser l'aider, et quand il lui demande comment, elle répond qu'elle lui ouvrira la voie. Il accepte finalement, réalisant qu'elle a raison, et ils commencent à courir. Tarte forme un bouclier en courant devant Lou, qui se cache derrière elle. C'est très efficace car la majeure partie de l'énergie est gaspillée pour lutter contre la résistance au vent, et comme elle prend toute la résistance au vent sur son propre corps, Lou économise une énorme quantité d'énergie et de mana, et est tout simplement capable de courir sans aucune sorte de résistance. Après avoir couru pendant presque une journée, il remarque que Tarte atteint ses limites, mais elle fait comme si elle allait bien. Lou lui demande d'arrêter car cela suffit, mais elle refuse et continue d'avancer, disant à Lou qu'elle l'aidera quoi qu'il arrive. Elle continue encore un peu, mais est finalement emportée après l'effondrement de son bouclier. L'amour saute immédiatement et l'attrape dans les airs et la protège de tout autre dommage. Elle s'assure qu'elle va bien et la remercie pour son aide jusqu'à présent avant de s'enfuir à nouveau. Après d'innombrables heures de course, il atteint enfin la zone proche de la ville et la trouve totalement encerclée par les troupes ennemies. Il estime que les troupes ennemies s'élèvent à près de 1500 personnes, alors que Dia dispose d'à peine 200 soldats et bénéficie d'un sérieux avantage. Il est même surpris de savoir qu'ils n'ont pas encore envahi le château avec leurs troupes, mais tout va bien maintenant puisqu'il est arrivé. Il s'installe rapidement après avoir admiré le paysage, sort son fusil et commence à chercher des utilisateurs de magie parmi les soldats. Dès qu'il a identifié tous les utilisateurs de magie, il commence à les abattre un par un. Pour être surpris, les hommes semblent savoir ce qu'est une arme à feu et ils commencent à se crier qu'on leur tire dessus avant d'essayer de créer une défense plus douce contre elles. Il commence même à tirer des arbalètes en direction de Lou grâce au bruit du pistolet, mais Lou d'esquive et se repositionne. Il se rend compte que Diem a dû fournir un tir de couverture à ses troupes pendant tout ce temps, et c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas encore été vaincues, et c'est la raison pour laquelle les ennemis savent où ils ont été abattus. Il utilise sa magie du vent pour mieux entendre, et se rend compte que toute leur armée est choquée et en plein désarroi. Effrayé par ce nouvel utilisateur de magie, alors il en profite et se déplace avant de sortir son arc et ses flèches et d'attacher les pierres lointaines qu'il a créées, et il y verse son mana avant de les tirer sur les ennemis. D'énormes explosions ont lieu et toute l'armée ennemie court sans formation, essayant de sauver sa vie lorsque les troupes de Dia réalisent que c'est une bonne occasion d'attaquer. Elles ouvrent les portes et commencent leur contre-attaque. Peace donne à La la chance d'infiltrer silencieusement son château et il traverse les portes et rampe silencieusement vers la chambre où elle est gardée et ouvre la serrure avant d'entrer. Dia et son père sont tous deux choqués de voir Lou, mais Dia court immédiatement vers lui et l'enveloppe dans une chaleureuse étreinte, heureux de voir son prince qui est venu la sauver. Lou salue son père et lui dit qu'il est ici sur ordre d'emmener Dia. Son père se rend compte que Lou est amoureux de Dia, lui donne sa bénédiction et lui dit de l'emmener saine et sauve. Lou pose des questions sur son plan et il révèle qu'il restera derrière et couvrira leur évasion tout en se déchaînant et en attirant autant d'attention de l'ennemi que possible, et une fois que Lou et Dia se seront échappés en toute sécurité hors de vue, il s'échappera également. Louv est d'accord avec le plan et ajoute qu'il va mettre le feu à la pièce et qu'ils donneront l'impression que Dia a elle-même terminé son jeu parce qu'elle était déprimée car tant d'hommes mouraient pour elle. Dia mentionne qu'ils viendront chercher son corps, mais Lou est toujours prêt et a déjà récupéré un soldat mort sur le champ de bataille et le soutient contre le mur avant d'indiquer à Dia qu'elle doit ouvrir les porte-fenêtres et crier à plein poumon qu'elle ne peut plus supporter ce combat et qu'elle va mettre fin à ses jours pour que tout cela puisse être arrêté. Dès qu'elle dit cela, Lou va mettre le feu à toute la pièce.
Le plan semble infaillible, alors Lou lui dit d'aller démarrer le plan. Elle se dirige vers la fenêtre et l'ouvre, mais juste au moment où elle était sur le point de crier, Lou ressent une étrange sensation de picotement et il devient vraiment mal à l'aise. Il se souvient de ce sentiment comme lorsqu'il était poursuivi par le drone et qu'il était sur le point de mourir dans cet avion. Et il s'est rendu compte que quelque chose n'allait absolument pas. Il regarde rapidement par la fenêtre et aperçoit une lance volant vers eux, tirant sur tous les soldats alliés sur le chemin, directement vers Dia. Il l'attrape rapidement et l'éloigne de la fenêtre avant de lancer une pierre forestière sur la lance en espérant qu'elle la détruira, mais la lance est beaucoup trop forte et transperce l'explosion et frappe leur chambre avec une énorme explosion. La poussière se dissipe et heureusement, Dia et son père vont bien, mais la lance revient rapidement vers son porteur et Lul utilise sa vue pour voir un mec vraiment chamois à travers le champ de bataille, tenant la lance avec un sourire sur son visage. Lyoga ressent un sentiment d'effroi parce qu'il voit que le mec est rempli de grandes quantités de mana, alors sans même perdre une seconde, il invoque un canon géant et le tire vers le gars à travers le champ de bataille. Une énorme explosion a lieu et tout semble soulagé lorsqu'il demande à Dia si elle va bien, mais soudain, il sent à nouveau le mana et regarde à travers le champ pour voir que le gaz y va toujours bien avec seulement des blessures mineures sur son corps. Le gars utilise sa compétence Berserker pour devenir encore plus fort et plus fort à mesure qu'il devient encore plus en colère et crie à celui qui lui a tiré dessus de se révéler. Le père de Dia lui dit de s'enfuir avec elle, et lui dit qu'il prendra soin de ce type pendant un moment et qu'il tentera de s'échapper si possible. Le gars crie à travers le champ de bataille que c'était la première fois que quelqu'un l'entendait de toute sa vie, et il se présente comme Satan. Il leur dit que parce qu'il est impressionné par leur démonstration, il leur offre une chance de se battre. L'eau contre lui, et s'il gagne, il tuera Dia et détruira tout ce qui est en vue, tandis que si Lou gagne, il se retirera du champ de bataille aux côtés de son armée, et ils n'envahiront plus jamais ce royaume. Lou croit que ce type est le héros que la déesse redoutait et se rend compte qu'il n'a aucun moyen de le vaincre au combat et qu'il ne pourrait même pas tenir 10 secondes. Il dit à Dia qu'il l'aime et crée une énorme barre de tungstène qu'il lance dans le ciel au plus profond de l'orbite. Dia essaie de l'arrêter, sachant qu'il s'agit d'une mission suicide, mais Lou lui dit que c'est la seule chance qu'ils ont de survivre contre cette brute, et il entre sur le champ de bataille. Il s'approche de Satan et lui dit de promettre que si Lou gagne et finit par le tuer, son armée tiendra sa promesse et restera à l'écart de ce royaume, et il le fait sans poser de questions en raison de sa croyance inébranlable en sa force. Lou gagne encore du temps, puis lance la pièce en l'air, lui disant que le duel commencera dès que la pièce atterrira, mais à l'insu de Satan, Lo a déjà commencé à le combattre bien avant qu'il n'entre sur le champ de bataille. Il jeta la tige de tungstène en orbite comme un énorme engin nucléaire et la renforça par magie. Il a découvert cette arme au cours de sa vie antérieure sur Terre, où les Américains ont créé plusieurs armes de ce type qu'ils peuvent larguer depuis l'espace et qui peuvent détruire des royaumes entiers. Il attend que la tige de tungstène redescende sur Terre et distrait Satan pour qu'il ne réalise pas ce qui se passe, et dès que le duel commence, la tige tombe sur lui, créant une explosion incroyablement énorme, qui a détruit tout en vue alors que le père de Dia l'a protégé avec un bouclier magique, et Lou a essayé de faire de même, mais a fini par être emporté et assommé. Après s'être réveillé, il a vu Dia pleurer et heureuse d'être à nouveau réveillée. Elle lui dit qu'il a gagné la bataille car il gisait là, blessé. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle est immensément heureuse qu'il ait survécu, et tous deux retournent dans la région de Lou où sa mère est malade d'inquiétude et est soulagée de revoir Lou et Dia sains et saufs. Ils commencent à vivre ensemble et plusieurs mois passent, quand son père m'informe qu'il a signé le papier d'adoption de Dia et que désormais elle vivra ici en tant que sœur de Lou, sous un autre nom. Ils rient tous de ce problème, mais soudain, son père révèle également que le célèbre héros est entré dans leur royaume et qu'il combattra bientôt le seigneur démon. Ils semblent tous heureux de l'arrivée du héros, mais Lou est abasourdi car il pense avoir déjà vaincu le héros.